Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Paul à Paul, où nous recevons de façon exceptionnelle le représentant du PPACI France, Blaise Pascal Logbo, enseignant de formation en philosophie, et qui aujourd'hui va nous entretenir au sujet de l'actualité du PPACI, et également celle du Front commun, du programme que le PPACI a pour l'élection présidentielle de 2025, du candidat du PPACI et aussi d'autres sujets concernant la gauche en Côte d'Ivoire, son union, sa désunion et tous les autres sujets qu'on va juger d'intérêt au cours de la conversation que nous allons avoir. Merci. Je suis Paul-Antoine et je discute avec Paul-Auguste de Paul à Paul. Pour commencer, on va laisser la parole au représentant du PPACI qui nous parle un peu de qui il est, de son histoire, qu'est-ce qui l'a conduit à être aujourd'hui le représentant du PPACI, ses choix idéologiques, son parcours, etc. Donc, Monsieur Logbo, d'abord, vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de l'invitation. Je voudrais vous encourager à aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, la jeunesse est le socle de l'avenir. Donc, je voudrais déjà saluer votre initiative. Je suis Blaise Pascal Logbo, enseignant de philosophie, de formation, représentant du PPACI, anciennement président d'un parti avant la création du PPACI. Et j'ai donc, le parti c'était le NPR, le Nouveau Parti pour le Rassemblement. Et après, mon parti a répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo quand il est sorti de prison. Mais ici, j'ai fait partie de ceux qui ont engagé les grandes manifestations de l'AE pour la libération du président. Donc, naturellement, sa sortie de prison, il a lancé un appel pour qu'on forme un grand parti de la gauche, qui est le PPACI. J'ai accepté l'appel. Et donc, je suis, depuis le 2 novembre 2023, représentant du PPACI en France. J'étais déjà, après le congrès, secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques. Donc, je voudrais sincèrement vous remercier pour cette invitation et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, en prélude des questions qu'on a pour vous, notre première interrogation, c'était de savoir quelle était la différence entre le programme de renaissance sur les 10 piliers qui ont été proposés par le PPACI pour les élections d'octobre 2025 et le programme de la refondation qui lui a été proposé au début des années 2000, avec lequel le FPI a accédé au pouvoir en 2000. Quelle distinction faites-vous à ce niveau-là? Je voudrais vous remercier. Comme je l'ai tantôt dit, le président Laurent Gbagbo est le pilier, est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il s'est battu pour arracher le multipartisme dans notre pays. Donc, son seul programme est un programme social, en faveur des populations défavorisées, en faveur de tout le peuple. Et vous savez que la refondation, le programme de la refondation n'a pas été exécuté, parce qu'il a gouverné pratiquement pendant 1 an. Donc, le programme n'a pas été vidé de son contenu dans son application. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des bilans de sa gouvernance. Donc, je crois qu'à sa sortie de prison, avec la création du nouveau parti, il met en place un nouveau parti, un nouvel outil de combat, qui va toujours dans le même sens que la refondation, c'est-à-dire travailler en faveur du bien-être des Ivoiriens. Donc, il n'y a pas vraiment grand changement, mais l'un s'appelle le programme de la refondation et puis l'autre s'appelle le programme de la renaissance. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire renaître la Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire renaître la Côte d'Ivoire, lui donner sa souveraineté. Parce qu'un État sans souveraineté ne peut pas exister, voilà, économiquement au Conseil des Nations. Donc, d'abord, nous nous battons à travers l'outil que le président nous a donné, nous nous battons pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il
Il faut d'abord une souveraineté, parce qu'avant d'avancer, il faut d'abord exister. Donc, c'est ce combat-là qui est en train d'être mené dans le nouveau programme. Et puis faire en sorte que l'Ivoirien vive correctement dans son propre pays. L'objectif clé, c'est ça. Parce que c'est du socialisme. Nous sommes des socialistes. Donc, je crois que c'est ça, le programme du président Laurent Gbagbo. Voilà. Là, il n'y a pas une grosse différence entre le programme de la rénovation et de la refondation qui n'a pas été exécuté du tout à cause de la rébellion et le programme de la Renaissance. Donc pour vous, tout ce qui s'est passé de 2000 à 2010, on va dire, le FPI, enfin, comme bilan, le FPI n'en est pas tributaire. Maintenant, puisque Laurent Gbagbo, dans la Constitution, quand on vote un président, c'est pour un mandat de 5 ans. Donc, c'est au bout des 5 ans qu'il fait le bilan qui est apprécié par le peuple, qui nous renouvelle sa confiance à travers un deuxième mandat, ou bien qui la renouvelle à un autre homme politique. Donc, vu qu'il n'a pas fait 5 ans de gouvernance, on ne peut pas dire qu'il a un bilan à faire. Parce que s'il y a un bilan à faire, il faut d'abord faire le bilan de toute la rébellion. Parce que les 5 ans, d'abord, il a gouverné avec la rébellion. Oui. Vous savez que son premier ministre, c'était le président Pascal Affi-N'Guessan. Et après est venu, comment il s'appelle Seydou Diarra, Konabani, Sorogio, tout cela, ce ne sont pas ses ministres à lui. Parce que c'est le premier ministre qui met en exécution le programme politique. Donc, du coup, le président Gbagbo n'a pas exécuté son programme de société. Donc, on va se concentrer maintenant sur le programme de 2025. Le premier point qu'on voulait aborder, c'est le point sur l'économie. Oui. Donc, qui va être scindé en deux. On va d'abord parler de la dette et ensuite on va parler de la monnaie. D'accord. D'accord. Donc, d'abord, le reproche qui est souvent fait de la part de l'opposition, c'est de pointer du doigt le stock de la dette qui est aujourd'hui de plus de 35 000 milliards à peu près. Presque 40 milliards. Presque 40 000 milliards en 2024 et qui représente à peu près 59% du PIB. Quel est le commentaire que vous faites par rapport à la dette, à son évolution? Qu'est-ce que vous, PPACI, vous reprochez et qu'est-ce que vous proposez dans ce sens-là? Non, mais c'est le surendettement que nous... C'est un surendettement. Parce que après cet accaparé du pouvoir d'État dans des conditions que tout le monde connaît, en 2010, déjà M. Ouattara critiquait la dette extérieure de 6 000 milliards, qu'il pensait que c'était colossal et que, voilà, lui qui est économiste, voilà, il dit, mais c'est suicidaire que la Côte d'Ivoire ait 6 000 milliards en dette extérieure. Bon, quand un monsieur qui a déjà parlé comme ça, qui vient 15 ans après, et puis on est à 40 000 milliards de dettes, bon, je pense que économiquement, c'est négatif d'endetter un pays comme ça à 59% du PIB. Donc, pour nous, c'est historiquement pas bon. Il faut le dénoncer parce que il a quand même trouvé une dette de 6 milliards. Et puis après, qui a été ramené même à 4 milliards. Voilà, avant que le président ne parte, on était autour de 4 milliards. Et aujourd'hui, on est à 40 000 milliards. Voilà. Donc, un jour, il faut qu'on nous explique où tout cet argent est parti parce que eux-mêmes, à la une de leur journal Le Patriote, ils ont dit que les ponts, les routes, ça, c'est 3 000 milliards qui ont fait ces travaux-là. Mais nous pensons qu'ils ont beaucoup, en tant qu'économiste, il a trop endetté le pays. Il a trop endetté le pays pour si peu. Pour si peu. Donc, je pense que à ce niveau-là, pour critiquer le bilan économique de Ouattara, c'est négatif. Et puis, il ne faut pas oublier les milliards du PPTE
qui lui ont été accordés. Donc, à côté des 40 milliards de dettes, il faut rajouter l'argent du PPTE, les milliards du PPTE. Tout ça, on ne sait pas à quoi ça a servi. Je pense qu'il doit y avoir une escroquerie économique derrière cette grosse dette que nous dénonçons. Après leur argument qui s'entend, hein, qui présente la plupart du temps, je veux dire, il y a des normes de l'UEMOA qui ont été fixées à 70% du PIB. Aujourd'hui, récemment, il y a les chiffres qui sont sortis sur le Sénégal avec le scandale des 7 milliards de dollars de dette, etc. Donc, le Sénégal, ils sont à plus de, je crois, 116% de leur PIB. Ils ont largement excédé. Et eux, ils disent que ils sont encore dans les clous des normes de l'UEMOA par rapport à la dette. Mais nous ne parlons pas ici, nous, de normes. Nous parlons de la dette qu'ils vont laisser comme héritage à notre génération. C'est de ça qu'on parle. C'est pas parce que, par exemple, à ta banque, tu as le droit de prendre 200 000 euros de dette que tu es obligé de les prendre parce qu'après, il faut les rembourser. Le vrai problème, c'est ça. Alors, lorsque tu endettes ton propre pays au-delà de 59% du PIB, je pense que c'est grave pour l'avenir. C'est pour la jeunesse. Parce qu'il endette. Par exemple, vous pouvez avoir un pouvoir d'achat sur votre carte. Un pouvoir d'achat sur votre carte de 100 000 euros par mois. C'est de l'argent prêté. C'est pas pour autant qu'il faut le prendre parce qu'après, il faut pouvoir trouver des richesses pour le rembourser. Et je pense que cette dette, souvent des gens s'endettent pour se développer, mais on ne voit pas le développement. On ne voit pas le développement. Dès qu'on parle de la dette, on nous montre des ponts. Mais eux-mêmes, ils ont dit que c'est 3 000 milliards qui ont construit ces ponts-là. Donc, c'est une dette que nous condamnons déjà. Ben, c'est une dette qui sera une dette pour l'avenir, qu'il faut forcément rembourser. Donc, lui et moi, c'est vrai, ils ont des marges de 70%, mais on n'était pas obligé de prendre tout cet argent-là. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce que les gens oublient, c'est que la Côte d'Ivoire a ses propres richesses. Mais que devienne aujourd'hui le cacao? Nous sommes premiers producteurs du cacao, nous sommes deuxième producteurs du café dans le monde, mais toutes ces richesses-là, où passent ces richesses, et puis on est obligé d'aller nous endetter pour développer le pays. Le président Laurent Gbagbo a trouvé 6 000 milliards de dettes. Ben, il a fait des travaux sans toutefois endetter le pays. Donc, il a utilisé les dettes et les richesses de la Côte d'Ivoire pour payer les fonctionnaires. Mais aujourd'hui, les gens s'endettent même pour payer les fonctionnaires. Comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas de richesses. Voilà un peu ce que nous dénonçons. Sur le sujet de la dette, dans votre programme, vous parlez de désendettement. Donc, de réduire justement ce stock de la dette important pour revenir à des niveaux plus soutenables pour l'économie ivoirienne. Est-ce que ça veut dire que si jamais le PPACI prend le pouvoir, on va avoir 5 ans, un mandat de 5 ans, durant lequel on aura des budgets d'austérité, c'est-à-dire de réduction du train de vie de l'État, pour pouvoir justement, avec les ressources propres de la Côte d'Ivoire, rembourser déjà la dette qu'on doit, donc le service de la dette annuellement, et aussi ne pas prendre de nouvelles dettes pour investir de nouveau dans l'économie. Économiquement, ce n'est pas juste de prendre crédit pour payer un crédit. Dans ce cas-là, tu restes toujours endetté. Mais nous avons une politique de désendettement et en mettant fin au gaspillage. Voilà. En mettant fin au gaspillage. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on construit en Côte d'Ivoire qui ne servent à rien. Mais on veut juste chanter la gloire des tels. Il y a des ponts, par exemple, à Abidjan, qui ne servent à rien, qui ne devaient même pas exister, pendant qu'à l'intérieur du pays, il y a des ponts nécessaires. D'où viennent les richesses? Vous avez vu ce pont-là, on peut le fermer, c'est juste un pont touristique qu'on a construit au cœur du plateau. C'est un pont touristique. Voilà, juste dire que c'est nous, on a réalisé ça, on était là. Donc, quand nous allons arriver, nous allons d'abord assainir les dépenses de l'État. Voilà, parce que je ne sais pas combien de milliards vont dans les détournements. Mais est-ce que ça veut dire, en fait, il faut d'abord assainir les dépenses de l'État. Regardez, dans le fer, près de 100 milliards ont été détournés dans les fers. Vous voyez? Donc, ce sont les détournements qui amènent tout ce... Il faut d'abord, dans un premier temps, vous savez, quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, en 2000,
il a mis en place le budget sécurisé. C'est-à-dire ça permettait de garantir, ça permettait d'assainir les dépenses de l'État sans que, et surtout en évitant que les gens fassent de gros détournements. Mais au Sous-Ouattara aujourd'hui, personne n'est sanctionné pour avoir détourné de l'argent. Après, il faut quand même rappeler qu'en 2000, il y avait une particularité, c'était qu'on sortait de la crise de 1999, ce qui faisait que la communauté internationale, ou la machine financière internationale avait coupé les vannes. Donc, le gouvernement ivoirien s'est trouvé obligé en fait, de faire un budget, pas d'austérité, mais de compter sécurisé, oui. Mais de compter uniquement sur ses propres ressources, mais avec pour objectif de repartir emprunter. C'est-à-dire, l'objectif c'était d'assainir pour pouvoir aller emprunter. Ben oui. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut reprocher, par exemple, au RHDP de lever une dette qui, pour la plupart des agences de notation, pour autant qu'on y accorde du crédit ou pas. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelque chose qui est pratiquement salué par toutes les agences de notation, par le FMI, en disant que la Côte d'Ivoire est un très bon élève en matière de gestion budgétaire, comment est-ce qu'on peut critiquer en fait cette approche-là, sachant que la dette, jusqu'à présent, des chiffres qui sont présentés, elle est encore soutenable. Mais je vais vous dire une chose. La Banque mondiale est une banque qui donne avec profit. Oui. Donc, ils ont endetté le pays parce que ça les arrange. Oui, on est d'accord. Voilà, ils ont endetté le pays parce qu'un pays qui est endetté ne peut pas chercher sa souveraineté. Quand tu es endetté à ce montant-là, tu ne peux pas négocier une souveraineté. Un pays où on utilise une monnaie qui ne nous appartient pas du tout, on ne peut pas endetter un pays non souverain. Ça arrange les banques extérieures. Mais je vous dis que la Côte d'Ivoire, quand elle ne peut pas avoir de l'argent avec la Banque mondiale, elle s'engage dans des fonds vautours. Voilà, dans des fonds vautours où le taux de crédit est très, très, très élevé. Donc, je pense que les questions que vous posez sont bonnes, mais un pays doit s'endetter en fonction de son PIB. Lorsqu'on est à 59, c'est-à-dire on est au-delà presque de nos richesses, de nos capacités à prendre et à rembourser. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens sont obligés de construire des ponts à péage, même dans Abidjan, pour rattraper tout cet argent-là. Et puis, ce sont des crédits, les ponts. Les gens disent on a pris l'argent pour construire un pont, mais le pont, il est construit à crédit. Hein? Il est construit à crédit. Et ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est malheureusement, la Côte d'Ivoire exporte du pétrole. La Côte d'Ivoire est premier producteur du cacao, deuxième producteur Ça veut dire qu'on a des richesses qui pouvaient nous permettre de développer certains projets nationaux sans toutefois tendre la main. Voilà. Donc, le budget de souveraineté du président Laurent Gbagbo, il était là, c'était 86 milliards. Mais aujourd'hui, on a 300 000 et à 300 et quelques milliards de dettes de budget de souveraineté. C'est du gaspillage. C'est pour ça que nous disons que quand nous allons arriver, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'assainir d'abord les dépenses publiques. Ce que vous venez de dire me permet de rebondir sur le sujet de la monnaie. Depuis 2000, donc avec le programme de la refondation, et aujourd'hui le programme de la Renaissance, le FPI d'alors et le PPACI d'aujourd'hui promeut la fin du franc CFA, ou du moins sa réforme. En 2019-2020, le président Alassane Ouattara, en compagnie du président français Emmanuel Macron, ont annoncé un projet de réforme et la mise en place d'une nouvelle monnaie qui s'appellerait l'ECO, qui permettrait justement de répondre aux aspirations de ce qu'ils ont appelé les jeunesses africaines, ou des intellectuels africains en tout cas, qui dénoncent la mainmise de la France sur ses anciennes colonies à travers la monnaie qui est le franc CFA. Déjà, comment est-ce que le PPACI a accueilli cette initiative qui, depuis 5 ans, aux dernières nouvelles, n'a pas encore donné de fruits concrets? Et qu'est-ce que vous proposez, vous, sur le sujet de la monnaie?
Bon, déjà, je pense que l'utilisation d'une monnaie coloniale dans un pays indépendant est une insulte à la conscience de ce pays. Le franc CFA, souvent, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça, le franc CFA. Ça a été instauré par De Gaulle en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce franc-là était un franc colonial fabriqué à Chemalières en France et géré par la Banque de France. Donc, c'est une monnaie qui ne nous appartient pas. Comment on se développe avec une monnaie qui ne nous appartient pas? D'abord, ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Donc, je pense que même aujourd'hui, pour faire les grands travaux, on est obligé de s'adresser à ceux qui gèrent notre monnaie pour savoir si on a assez pour développer des réserves pour développer tel projet ou tel projet. On va aborder le point suivant, qui est le point sur la démocratie et l'état de droit. Dans le programme du PPACI pour octobre 2025, il y a un point qui a attiré mon attention. C'est sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire, l'état de droit et comment est-ce que le PPACI compte façonner la façon dont l'État est géré. Je vais prendre un exemple. On parle par exemple de l'indépendance de la justice ou de l'accessibilité de la justice au plus grand nombre en fait, de la population. Donc, j'ai vu par exemple qu'il y avait un programme de créer des tribunaux de première instance dans chaque région, de donner aussi la possibilité aux citoyens d'avoir accès à des avocats commis d'office gratuitement. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu plus de ce point sur l'état de droit, sur la démocratie et surtout comment est-ce que le PPACI compte régler le problème de l'indépendance de la justice et de l'accès à la justice pour les citoyens. Non, on ne fera pas de miracle. Le PPACI ne fera pas de miracle. Vous savez, la gouvernance d'un pays donné est un choix. Nous avons choisi d'être une république. Le fonctionnement de la république, c'est s'appuyer sur les textes fondamentaux. La séparation des pouvoirs, par exemple. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et autres. Mais si nous arrivons au pouvoir, la première des choses que nous allons faire, ce n'est pas de faire des miracles. C'est d'appliquer les textes qui sont là. Que dit la Constitution en matière de droits de l'homme? Que dit la Constitution en matière de droits sociaux? Donc, c'est tout ça que nous allons mettre en application. Nous ne ferons pas de miracles, mais nous allons reconsidérer le fonctionnement des textes. C'est-à-dire, nous sommes dans une république. Donc, dans une république, ce n'est pas le président qui parle avec ses amis, mais ce sont les textes qui parlent. C'est pour ça, par exemple, nous n'accepterons pas qu'on mette des gens en prison parce qu'ils ont parlé. Nous allons tout faire pour ne pas qu'il y ait... Gbagbo l'a déjà fait. Quand il était au pouvoir, il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et puis il n'y avait pas de prisonniers d'opinion. C'est-à-dire on ne mettait pas quelqu'un en prison parce qu'il a parlé. Sinon, la prison allait être pleine. Aujourd'hui, on arrête les gens comme ça. Tu as dit le nom, c'est à la place d'Alassane, si tu as dit Dramane, on t'arrête. Voilà. Alors que Gbagbo, quand il était là, Gbagbo, il n'y a pas de koudou dans ses papiers. Mais en face, on l'appelait koudou, il n'a jamais poursuivi quelqu'un pour ça. Parce que son père s'appelle Koudou Paul. Vous voyez? Donc, quand nous allons arriver, nous allons faire fonctionner la République comme elle est définie. Voilà. Nous allons appliquer la démocratie comme elle est définie. Nous n'allons pas poursuivre les gens comme ça parce qu'ils ont parlé, ils ont critiqué, ils ont dénoncé des choses. Voyez-vous, Rodel Dosso, ancien ministre de Laurent Gbagbo, il est en prison parce qu'il a marché et il a dit il a faim. Il est descendu dans la rue avec d'autres jeunes pour dire on a faim. On l'arrête, on le met en prison 18 mois. Ça, ce sont des violations graves. Ça, ce sont des graves violations des droits de l'homme. Parce que nos tests nous disent que le droit de manifester est autorisé en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que quand nous allons arriver, nous n'allons pas créer une autre démocratie, mais nous allons appliquer les règles de la démocratie comme les définissent Platon dans la République. Voilà. À ce point-là, sur ce point-là, on pourrait dire que à l'époque de 2010, par exemple, le RDL, qui est devenu aujourd'hui une coalition du RHDP,
disaient aussi la même chose, qu'ils appliqueraient la démocratie. Pour moi, le fonctionnement tel qu'il est actuellement permet à une minorité dirigeante de pouvoir influer sur les décisions judiciaires. Ce qui fait que, à moins qu'on ne soit dans le cas où on a un parti qui veut effectivement respecter les règles, on peut arriver très facilement à avoir des dirigeants qui influent sur les décisions de justice, comme c'est le cas par exemple, du moins, c'est ce que l'opposition reproche aujourd'hui. Donc comment est-ce que, d'un point de vue structurel, vous comptez reformer la façon dont les choses sont faites? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la séparation des pouvoirs dans un pays donné, et son application, il n'y a que dans son application qu'on voit les résultats sur le terrain. Nous allons faire en sorte que le président ne dicte pas ce qu'un juge doit faire. Comment? Non, par la liberté d'existence. Le président Laurent Gbagbo, il était au pouvoir, il n'avait jamais instruit un juge à donner un tel ou tel résultat. Voilà. On se souvient, il y a eu plein de procès où des gens sont allés en prison, ils ont été condamnés. Et Gbagbo lui-même, il a fait condamner ses propres militants dans l'affaire Café Cacao. Il n'a pas donné d'orientation de tel ou tel pour dire non, tel c'est le baron du FPI, c'est un baron du pouvoir, donc on ne le touche pas. Aujourd'hui, il y a des milliards qui sont détenus en Côte d'Ivoire. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du responsable du FAIR qui a détenu 100 milliards. Il n'a jamais été poursuivi, il n'a jamais été attendu. Souvenez-vous, l'affaire du bac à verre, on n'a jamais retrouvé les occupants de ces bacs à verre. Mais hier, il y a eu des petits incidents à Yopougon. Le lendemain, déjà, on a retrouvé ceux qui ont cassé le bus, ceux qui ont cassé, et déjà, on sait où ils sont, ils ont été identifiés et condamnés. Alors que le petit Toussaint dans la tête, on l'a arrêté, et jusqu'à présent, on poursuit encore. C'est ça. Donc, chacun a sa manière de faire. Nous, si nous arrivons au pouvoir, nous allons laisser la justice faire son travail. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, pendant les 2 ans, pendant l'exercice du pouvoir de 2 ans de Laurent Gbagbo, aucun journaliste n'était en prison. Aucun journaliste n'était en prison. Aucun homme politique n'était en prison. Il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, allez-y voir en prison. Les encagoulés arrêtent les gens comme ça. Ils tombent sur eux la nuit. Ils les prennent directement. On cherche la personne. On dit non, on ne la cherche plus. Elle est à la Maca. Regardez dernièrement la suppléante de Michel Gbagbo. Ils sont tombés sur elle. Et elle a disparu. On l'a cherchée. C'est à la Maca qu'on l'a retrouvée. Et le procureur est là. Au PPA. Au PPA, voilà, au PPA. Et le procureur est comme un partisan. Heureusement que nos camarades qui sont aux États-Unis ont saisi l'ONU contre lui parce qu'il est vraiment partial. Et puis, il n'était même pas compétent en tant que procureur de la République du Plateau à aller poursuivre des affaires qui se sont déroulées à Yopougon. Donc ici, là, c'est la dictée et chacun cherche à rester à son poste autant qu'il peut en faisant plaisir au chef. En fait, si je comprends bien la question que Paul Auguste vous pose, c'est ce que vous dites, c'est que si le PPA arrive au pouvoir, PPACI arrive au pouvoir, il va permettre aux institutions de fonctionner librement. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes démocrates. Entendu qu'il n'est pas exclu que, par exemple, après 5 ans de pouvoir, le PPA perde le pouvoir. Comment est-ce que pendant les 5 ans, vous vous assurez que même sans avoir le pouvoir, le prochain occupant de la présidence de la République et son gouvernement n'ait pas les moyens de contraindre la justice à aller dans leur sens et à réprimer l'opposition, à empêcher la liberté d'expression? C'est ça, en fait, pour moi, qui serait la réforme structurelle, qui ferait une vraie différence. Voilà, cette fois-ci, nous allons venir au pouvoir et il n'y aura pas une rébellion pour nous chasser. C'est un vœu pieux. Non, parce que des dispositions seront prises. Et puis, toutes les bases qu'ils avaient pour préparer les rébellions ne sont plus avec eux. Donc, je ne sais pas comment ils vont préparer les rébellions. Ce que je suis en train de dire, le mandat que nous voulons donner au président Laurent Gbagbo, c'est pour fixer les cours de la République. Voilà. Quand les cours de la République sont fixés, quel que soit le président qui va venir, il est obligé de marcher selon les règles. C'est pour ça, en France, ici, quand un président s'en va, un autre vient, il y a des petites choses qui changent, mais le fondamental ne change pas. Parce que les cours de la République sont fixés.
Donc, notre rôle que nous allons nous donner quand nous allons revenir au pouvoir, les 5 ans de Gbagbo, c'est de fixer les clous de la République pour que le prochain président qui vient après nous, peut-être dans 10 ans, parce que nous sommes des démocrates, on ne sera pas à faire un 3e mandat excédentaire ou bien un 4e mandat. Si après 10 ans, notre président n'est plus là, mais il trouvera une République dont les clous sont vraiment fixés. Voilà le problème. En fait, je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Les clous que vous fixez, comment est-ce que vous voulez... Parce que je vais prendre un exemple concret. En France, l'exemple que vous venez de prendre, le général de Gaulle, par exemple, fait ce qu'on peut assimiler un coup d'État. Il prend le pouvoir. Il fait un premier mandat et en 69, je crois, il fait un référendum où les Français le désavouent. À ce moment-là, il décide de se retirer. Plus récemment, Emmanuel Macron fait une réforme des retraites qui ne trouve pas l'assentiment de la population, en tout cas celle qui est sortie de son opposition, etc. Il y a des manifestations pendant des semaines et des semaines. À coup de 49-3, qui est un instrument républicain institutionnel, il réussit quand même à imposer sa réforme. Dans ce cas-là, en France, on a quand même un président qui, malgré l'opposition de la population, dans le cas d'une grande partie de la population, arrive à imposer sa volonté et celle de son clan. Comment est-ce que le PPACI, demain dans l'opposition, arrive à contraindre un pouvoir en place à quand même respecter les règles de démocratie, les règles de bon sens qui veulent que quand il y a 1 million de personnes qui marchent dans la rue pour dire non à ceci ou à cela, on s'y plie parce que c'est la volonté du peuple. Mais c'est ça la démocratie. Parce que là, en fait, ce que vous dites, c'est qu'on compte sur le bon vouloir, la bonne foi du président en place. Non. Moi, je ne veux pas pouvoir compter sur la bonne foi d'un président. Non. Je veux que le président n'ait pas la capacité. C'est ça la démocratie. La démocratie, l'utilisation de tout ce qui est conforme aux tests fondamentaux. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et ce n'est pas le peuple qui exerce le pouvoir, c'est celui qui est élu. Démocratie représentative. Voilà, c'est celui qui est élu qui gouverne et non pas le peuple. Donc, est-ce que l'article 49.3, ça existe? Donc, il a utilisé quelque chose qui est défini par la République. C'est pour ça que vous qui avez fait par exemple de la philosophie politique, la démocratie représentative n'est pas la démocratie. Parce qu'on est dans un cas où, de façon légale, on arrive quand même à imposer au peuple qui est censé être souverain une volonté personnelle. Donc, quel type de démocratie, par exemple? Platon l'a dit, il dit en démocratie, on peut se tromper. Et on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il proposait à la place de cette démocratie, la majorité qui peut se tromper sur un individu. Il dit, je propose que la cité soit gouvernée par les sachants. Oui, effectivement, en démocratie, la majorité peut se tromper à voter quelqu'un qui n'est pas l'idéal. Mais quand il est voté le président, donc la démocratie voudrait que lorsqu'on a voté même un fou, qu'on laisse le fou faire son mandat. Et comment est-ce qu'on le contrôle? Les garde-fous, ce sont les tests. Macron n'aurait pas eu fouillé la Constitution et trouvé le 49.3, il n'aurait rien fait. Mais il a vu que démocratiquement, il peut l'utiliser. Donc, il a utilisé les voies de la démocratie parce qu'il n'a pas inventé, il n'a pas fait voter un test pendant des manifestations pour l'appliquer. Je suis d'accord. Voilà. Et je rebondis vite fait pour vous dire que si on fait un parallèle de ce que vous venez de dire, de fouiller dans les textes pour trouver des façons de légitimer son action, bien de la rendre légale, aujourd'hui, vos alliés dans le Front commun, le PDCI, voient leurs candidats écartés de la course à la présidentielle parce que justement, des personnes ont fouillé dans la loi, le code de nationalité, dans le code de nationalité pour trouver qu'il n'était pas ivoirien pendant, je ne sais pas, 30 ans, et que, n'étant pas ivoirien, il ne pouvait pas être sur la liste électorale en 2022 au moment où il s'est inscrit. On est dans un cas où, de façon légale, avec des textes qui existent, on arrive à avoir un jeu démocratique qui est diminué parce que les forces en présence ne sont pas capables de concourir pour des raisons que, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, par exemple, du parrainage que le PDCI a réussi à récolter pour leur candidat Tidjane Thiam, mais il y a quand même suffisamment d'Ivoiriens, ça c'est mon avis personnel, qui veulent pouvoir choisir Tidjane Thiam comme président dans une élection ouverte et libre et qui ne pourront pas le faire parce que des textes ont permis qu'un juge le fasse radier la liste électorale.
est-ce qu'on n'est pas là dans un cas où la démocratie montre ses limites et montre que le peuple, malgré le fait qu'il soit représenté dans des assemblées par le président élu, etc., n'a pas toujours la main sur son autodétermination? La démocratie ne ferme jamais toutes les portes. Souvenez-vous, en 2010, Alassane Ouattara n'était pas éligible pour doute sur sa nationalité. Et le président Laurent Gbagbo cherchait des solutions pour apaiser le pays. Et on fouille et il trouve l'article 48 qui pouvait utiliser de façon exceptionnelle pour faire de Ouattara un candidat exceptionnel. Mais en même temps, la nationalité qui n'avait pas, l'article 48 ne lui a pas donné la nationalité. Aujourd'hui, il se pose le problème de Thiam. L'article, comment on appelle ça, qui le frappe là. Je crois que c'est 48 du code de la nationalité. Voilà, du code de la nationalité. Il renonce donc à sa nationalité. Mais est-ce que Ouattara avait renoncé à son ancienne nationalité? Voilà des cas de jurisprudence. Ouattara lui-même a reconnu qu'il était d'une autre nationalité à un certain moment, qu'on peut nous-mêmes prouver. Mais lui-même n'a jamais renoncé à l'ancienne nationalité. S'il avait renoncé, qu'il nous montre les preuves. Ça veut dire que lui-même, aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire avec 2 nationalités parce qu'il n'a pas renoncé à la première. Donc, voilà des problèmes sur lesquels on peut faire rentrer la politique dans le droit. Nous avons donc demandé à M. Ouattara qu'il fasse intervenir le sens politique pour faire comme Gbagbo, pour apaiser, pour que tout le monde soit candidat. Parce que lui-même, on n'a pas encore eu la notification de sa renonciation à son ancienne nationalité. Parce que quand même, quoi qu'on dise, il a été quand même, il a eu une autre nationalité. Voilà. Vous voulez parler du moment où il était fonctionnaire international? Voilà. En tant que Burkinabé. En tant que, Voltaïque. À l'époque. Oui. Bah oui, ça veut dire que cette nationalité a existé. Mais on n'a aucune trace de sa renonciation à cette nationalité-là, jusqu'à aujourd'hui. Okay. Alors que pour être candidat au poste de président en Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien. Et c'est ce qu'on a reproché à Thiam. Donc, il y a renoncé et je crois que depuis vendredi, on lui a accordé son nouveau certificat de nationalité ivoirienne. Donc, ça pourrait lui permettre de constituer son dossier et puis être candidat. Je crois que c'est ce lundi, nous tous, on va aller déposer des candidatures. Okay. Voilà. Moi, par exemple, j'avais un sujet en tête dont je parlais avec Paul-Antoine juste avant l'interview. C'est que, par exemple, je sais que aux États-Unis, les juges constitutionnels sont nommés pour un mandat à vie. Donc, par exemple, ça c'est quelque chose, moi j'ai une proposition qui permet de fixer la personne qui est membre du Conseil constitutionnel et qu'elle ne soit pas soumise, par exemple, à la pression de perdre leur poste, etc. Donc, moi je m'attends, je ne sais pas comment est-ce que cette partie sur l'état de droit et la démocratie sera structurée. Mais en tout cas, pour ma part, moi je m'attends à des propositions qui sont concrètes, qui permettront de modifier le système de la façon dont il est conçu pour pouvoir assurer le plus d'indépendance possible, par exemple par la justice, etc. Bah oui, mais c'est ce que nous on appelle fixer les clous de la République. Parce qu'une République est différente d'un royaume. C'est pourquoi j'ai dit qu'un pays se choisit en choisissant son modèle de gouvernance. Par exemple, lorsque on veut devenir une dynastie, on a une dynastie au Maroc, le problème ne se pose pas. Quand le père meurt, c'est le fils qui prend le pouvoir et ça ne dérange pas les Marocains. En Russie, le mandat était limité. Et quand Medvedev est parti, il est revenu. Quand Poutine est revenu, ils ont supprimé la limitation des mandats. En France, ici, c'était pareil. Mais lorsqu'il y a des lois, il y a des règles. Regardez, M. Ouattara, il veut faire un 4e mandat.
Une république, c'est les règles. Que dit la Constitution de Côte d'Ivoire? Tant qu'on n'arrive pas à respecter le minimum fondamental de nos tests, on n'est plus démocrate, on n'est plus dans une république. Une république est adossée à la Constitution. Donc, dans une république, on ne bande pas les muscles. Des articles, par exemple, 55 et 183, disent que le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, quand on arrive à ce stade-là, il faut que les gens sachent comment ça fonctionne une république. Là, on est dans un déni et un parjure, accompagné d'un parjure, parce que Ouattara renie son serment sur la Constitution. Donc voilà, nous n'allons pas imposer au prochain président, nous n'allons pas faire des miracles, mais si nous arrivons, nous allons respecter scrupuleusement ce que disent les textes de la République. Voilà. On va passer à un autre sujet qui est consubstantiel du nouveau parti que vous avez créé, le PPACI, qui est qui a mis en avant en fait un angle panafricaniste. Je sais que Laurent Gbagbo, depuis d'ailleurs le premier, enfin le mandat qu'il a exercé en tant que président, parlait déjà du fait que les pays africains, du fait de leur taille et de leur poids économique et politique et militaire, etc., n'avaient pas suffisamment de force dans le concert des nations pour imposer ou obtenir une véritable souveraineté. Donc, il promouvait un panafricanisme qui allait dans ce sens-là, de mise en commun des énergies au niveau sous-régional pour pouvoir peser sur la scène internationale. Aujourd'hui, le PPACI donc, a un projet qui dit panafricaniste. On avait notamment, jusqu'il y a quelques semaines, un vice-président qui était chargé de cette question-là, en la personne d'Awa Domelo, qui notamment agit au sein des BRICS, qui est une organisation qui se veut qui vient contrebalancer l'ordre établi qui veut que les États-Unis soient la puissance dominante sur l'ensemble de la planète et qui veut, par exemple, sortir de la domination du dollar ou avoir, en tout cas, développer une économie qui est indépendante du financement américain ou des aides américaines. Quelles sont les propositions fortes du PPACI concernant le panafricanisme et comment est-ce que, par exemple, on peut distinguer le projet du PPACI de ce qu'on peut voir chez nos voisins de l'AES? Bon, le panafricanisme, c'est d'abord regrouper toutes les forces panafricaines, tout ce qui peut être positif pour l'Afrique. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une fusion des États, voilà. Mais il faut qu'il y ait des relations sud-sud, nous entraider. Si par exemple, moi je produis du cacao, toi tu produis de la banane, au lieu que l'excédentaire parte ailleurs, je dois vérifier si d'abord le voisin qui est à côté a mangé. Donc, nos pays doivent s'entraider sur certains besoins. Voilà. C'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait de la monnaie. Vous voyez, l'Europe, toute l'Europe a une monnaie. Hein? Toute l'Europe a une monnaie. On peut arriver à cela. Ça ne veut pas forcément dire que les pays vont se fondre entre eux. Mais au moins accepter de travailler avec le voisin pour que ce que j'ai, ce qu'il n'a pas, on puisse faire des échanges d'abord entre eux et puis nous. Voilà, ça c'est les premiers points. Vous voyez aujourd'hui le cacao dans lequel nous sommes premiers producteurs n'est même pas consommé par les Africains. Voilà, combien d'Africains mangent du chocolat par jour, il n'y en a pas. Surtout les producteurs, même sur place, ils ne savent même pas ce que c'est que le chocolat pour la plupart. Parce qu'ils s'en foutent, quand il y a le cacao, ils s'en vont le vendre et puis ils viennent acheter leur pétrole, leur cube manger pour faire leur sauce. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons avec le panafricanisme, c'est l'entraide qui doit exister entre le continent africain. Ça, c'est la première des choses. Et puis, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question sur le PPACI. Est-ce que c'est différent de ce que... Non, je demandais quelle est la différence entre le projet panafricain du PPACI et les initiatives, en tout cas ce qui est mis en place aujourd'hui dans l'AES. Dans l'AES, c'est un départ comme ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'AES, ils ont une armée commune. Ils ont une armée commune et ils sont en train de chercher
de s'offrir parce que la politique économique est basée sur le marché. Il faut créer, ils sont en train de créer leur propre marché. Aujourd'hui, l'AES se bat contre des djihadistes. Mais ils ont décidé de le faire ensemble avec toutes les armées et vous voyez que ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. Ils n'ont plus besoin aujourd'hui d'une armée étrangère pour assurer leur sécurité. Et ils sont en train de penser à une monnaie commune. Donc l'AES, c'est près de 180 millions d'habitants qui est en train de s'ouvrir un marché entre 3 pays. Donc je crois que c'est quelque chose à soutenir. Parce que ça, c'est de l'autodétermination que nous voyons dans l'AES. Donc nous devons nous battre pour arriver à cela. Nous devons nous battre pour arriver à nous prendre nous-mêmes en charge. Est-ce que ça sous-entend que le PPACI serait ouvert à rentrer dans la vie? Nous apprécions déjà le travail de souveraineté dans lequel ils sont. Parce que c'est notre rêve aussi, d'être souverain. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, que la sécurité n'est plus assurée par des étrangers. Voilà. Ils n'ont plus de bases militaires étrangères sur leur sol. C'est déjà un premier pas. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que ils montrent une voie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé forcément de la suivre, mais nous disons que cette voie qui marche, qui va vers la souveraineté est une bonne voie, okay, mais qu'on pourrait aussi copier d'une autre manière. On ne peut pas copier parce que nous, on a notre projet là-dessus. On pourrait faire comme eux, parce que la souveraineté, c'est pour elle qu'on se bat. Voilà. Là, ils s'apprêtent à faire leur monnaie. Donc, bon, dans un esprit de convergence sous-régionale, dans l'avenir, on verra, si on est au pouvoir, ce qui peut arranger l'AES et la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, nous sommes en train de lutter pour y arriver. Dans ce que vous dites, vous répétez souvent le mot de souveraineté. Récemment, dans la semaine, il y a une réunion, par exemple, aux États-Unis, entre Donald Trump, le président ukrainien et quelques présidents membres de l'Union européenne, le Premier ministre britannique et quelques représentants de l'Union européenne. Des décisions ont été prises concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et dans l'opposition française notamment, mais dans d'autres pays également, beaucoup de critiques se sont levées en disant que c'était la preuve, un des signes du manque de souveraineté de l'Union européenne et des pays européens vis-à-vis des États-Unis, dont elle était encore un vassal parce qu'elle n'avait pas son autonomie, notamment en termes militaires, de défense, et que justement dépendait des investissements américains, des armes américaines, la capacité de l'Ukraine à se défendre, et l'Union européenne n'était pas capable de prendre le relais de ce rôle que jouent les États-Unis. Donc on a même dans des pays développés qui ont les apparences de la souveraineté, des critiques qui parlent de souveraineté. Est-ce que ce stade de souveraineté dont vous parlez, c'est un stade ultime? Est-ce que c'est une démarche? Quels sont les premiers, vous avez parlé de monnaie tout à l'heure, quels sont les premiers axes de souveraineté que le PPACI compte attaquer, mettre en place durant un mandat de 5 ans? Vous savez, la liberté n'est jamais acquise. La liberté, la démocratie n'est jamais acquise. Tout est à améliorer. Tout est à améliorer. Donc, la souveraineté aussi n'est pas un acquis. La souveraineté n'est pas forcément un acquis. C'est une marche vers. Mais est-ce que l'Afrique a commencé à marcher vers sa souveraineté? Je dirais oui. C'est pour ça, maintenant, on n'a pas fait... On vient de loin quand même. On n'a pas... Mais oui, mais pendant 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On a tourné à rond. Notre monnaie est toujours frappée à Chemalier ici et puis gérée par la Banque de France depuis l'indépendance. Ça, c'est d'un. Et depuis l'indépendance, l'armée française est toujours chez nous. Voilà, elle n'est jamais partie. Donc, on n'a fait aucun pas vers la souveraineté. Parce que ça, ce sont les leviers de la souveraineté de la monnaie. Souveraineté monétaire, voilà. Souveraineté militaire. Militaire, culturelle, sociale, tout ça, ce sont les éléments clés de la souveraineté. Mais nous, on n'a rien acquis pour l'instant. C'est pour ça que nous demandons qu'on se batte pour tendre vers... Parce qu'on tend toujours vers la démocratie, on tend vers
la souveraineté, on tend vers la puissance. Vous savez, l'Union soviétique, qui était une puissance entre, comment on appelle, l'Est et l'Ouest, mais vous avez vu qu'à un certain moment, l'Union soviétique n'existait pratiquement plus. Mais aujourd'hui, ils se sont relevés. Et les États-Unis sont obligés de discuter avec l'URSS, avec la nouvelle Russie, avec la Russie. Après l'échec de la guerre, parce que la guerre est en chose, comment on appelle, en Ukraine, est presque perdue. Lorsqu'on décide de céder des territoires acquis par la Russie pendant la guerre, ça veut dire qu'ils ont perdu la guerre. Donc, la souveraineté n'est jamais figée. Voilà, c'est toujours, on cherche toujours à devenir un peu plus souverain. Et donc, vous direz qu'en 15 ans, le gouvernement de Alassane Ouattara n'a pas acquis plus de souveraineté que la Côte d'Ivoire en avait en 2010. Mais il n'a rien changé dans ce sens. La diversification des partenariats, par exemple, d'un point de vue militaire, ou l'acquisition, en tout cas la professionnalisation de notre armée. On n'a pas encore fait la multiplication des coopérations. Si on est devenu professionnel. On n'a pas encore fait de guerre pour savoir si on est devenu professionnel depuis la guerre. Mais vous avez vu qu'en 2011, pour enlever un simple président élu, c'est l'armée française qui est venue intervenir. On a tous vu les hélicoptères français venir bombarder la résidence d'un chef d'État. Donc ça, ce n'est pas la souveraineté. Alassane Ouattara est venu, il n'a rien changé. Au contraire, il a renforcé la position française en Côte d'Ivoire. Et il a toujours dit sur tous les plateaux, j'ai plein de vidéos où il chante la grandeur du franc CFA, que nous on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc je crois que le combat avec Alassane s'est arrêté. Il ne parlait plus de souveraineté. S'ils ont chassé Gbagbo du pouvoir, c'est parce que Gbagbo a commencé à travailler, à émanciper, à autodéterminer le peuple ivoirien, que les colons sont venus, les anciens colons sont venus le chasser. Voilà. On a tous vu l'armée française passer à l'action dans une république, tirer, bombarder la résidence d'un chef d'État. Ça ne se fait pas. Donc on va aborder l'avant-dernier point de notre discussion, qui est le point sur la gauche ivoirienne et son union. On a tous entendu l'appel de Benoît, du président de la République, qui a appelé toutes les forces d'opposition à le rejoindre dans l'optique des élections présidentielles de 2025. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir pourquoi est-ce que, dans un contexte où on a une gauche principalement social-démocrate qui veut aussi avoir une gestion plus sociale de la chose d'État, désendetter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand on entend les discours de la gauche, ça et là, il y a un peu le même son de cloche qui résonne avec le panafricanisme, etc. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, on n'a pas eu une union formelle de la gauche. D'accord. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que l'appel de Benoît n'était pas un appel idéologique. C'était un appel pour que tous les partis de l'opposition se mettent ensemble pour lutter à la création de conditions d'une élection démocratique, transparente et inclusive. Je crois que c'est cet appel qui a été lancé. Bon. Quand vous voyez, après les autres appels qui se sont lancés, comme la Cap Côte d'Ivoire, mais c'est pratiquement les mêmes objectifs que les gens ont envie d'atteindre. La création de conditions d'un scrutin inclusif. Moi, nous concernant, les gens ont eu l'impression que Gbagbo a appelé pour qu'il soit le candidat de la gauche. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas venus. Sinon, à partir du moment où nous voulons avoir le même résultat, je crois que
c'était intéressant qu'on fasse le même travail. Parce que c'est le travail qui renvoie au résultat. Bon, tout ça, on n'en tient pas compte. Mais la gauche est unie. Vous avez vu la dernière marche du 9, le 9 là. Mais tous les partis sont sortis, pratiquement. Hein. La quasi-totalité des partis de l'opposition étaient dans les rues, le 9. Et c'est ce que nous saluons. Maintenant, s'il y a d'autres partis qui peuvent faire quelque chose de son petit côté pour qu'on avance nous tous, c'est ça qui est l'essentiel. Mais pour l'instant, nous n'avons pas à notre esprit de créer les conditions d'un parti unique ou bien d'un candidat unitaire. Nous sommes en train de lutter pour des conditions générales d'une élection transparente et démocratique. Et c'est en cela qu'il faut considérer le travail de chacun dans son petit coin. Une gauche ne se met jamais ensemble. Nous sommes de la gauche, nous sommes des socialistes. Mais je pense que quand on est dans l'opposition et que l'opposition est traquée comme elle est en ce moment, cette opposition devrait se mettre ensemble pour être plus fort. Et beaucoup de partis ont compris, les deux grands partis de l'opposition en Côte d'Ivoire ont compris cela. Le PDCI-RDA et le PPACI ont créé le Front commun. Et après ça, la dernière manifestation, on a invité Afin Guessan qui est venu. Il y avait Eric Kaye de l'URD qui était là. Il y avait Madame Boli Kravri, pour ne citer que ça. Donc, on est en train de marcher vers de la convergence de combat. Et là, moi, je le dis ouvertement sur ma page Facebook. Je dis ce qu'on a vu le 9 là, ça, c'est une mise en jambe. On appelle ça échauffement en matière en ivoirien. Donc, forcément, les choses vont bien se passer. Forcément. Ces choses qui vont se passer, qu'est-ce que le PPACI, ses alliés dans le Front commun ou même les autres membres de l'opposition espèrent aujourd'hui, sachant que la date fixée pour le dépôt des candidatures est le 26 août. Nous sommes le 24 août aujourd'hui où nous parlons. Laurent Gbagbo n'est toujours pas sur la liste électorale. Aucune des 4 demandes principales du Front commun n'a été entendue par le pouvoir en place ou par les institutions compétentes. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors que le scrutin approche, que la CEI continue dans sa marche comme si de rien n'était? Quels sont les leviers qui restent à l'opposition, au PPACI, pour voir leurs demandes réalisées avant l'élection? L'élection même, c'est le 25 octobre. Et nous sommes en train de mener le combat pour que tout le monde soit aux élections le 25 octobre. Et nous, dans l'opposition aujourd'hui, nous savons que le 25 octobre, nous tous, on sera aux élections. C'est cette assurance-là que je veux donner à des gens qui m'écoutent partout. Le 25 octobre, Gbagbo sera le candidat du PPACI, Thiam sera le candidat du PDCI et Soro sera le candidat des GPS. Mais Ouattara ne peut pas être le candidat du RADP. Vous en demandez beaucoup quand même. Parce que constitutionnellement, il n'a pas de droit. Et pourtant, il a fait un 3e mandat. Mais ça, c'est en violation des règles en 2020. Et vous savez que des têtes en 2020 ont été qui briguent ce 3e mandat illégal. Ce qui m'amène à vous dire que s'il y a pu avoir ça en 2020, est-ce que en 2025, Alassane Ouattara reculera devant un 4e mandat parce que là, vous ne me donnez pas d'action concrète de ce que vous pouvez faire. J'en ai donné un exemple tout à l'heure. En politique, on n'est jamais assez fort pour être toujours fort. C'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'URSS, qui a été piétiné hier, qu'on ne peut pas piétiner aujourd'hui. En 2010,
Gbagbo a gagné les élections, mais il était tout seul contre tout le monde. Mais en 2020, là, 2025, nous, on n'est pas seuls. Vous êtes avec qui, par exemple? On est avec tout le monde. Voilà. En On est avec 2010, tout le monde, c'était Nicolas Sarkozy, c'était la communauté internationale, c'était l'ONU, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes entités-là sont avec vous dans votre combat? Non, ces entités elles-mêmes ne viendront plus se battre en Côte d'Ivoire. Parce Est-ce qu'elles donneront qu'il y la voix? a un nouveau dessin qui s'est fait dans le monde. La mondialisation, le découpage de la mondialisation a changé. C'est pour ça que j'ai dit que nous, on n'est plus seuls. En 2010, on était seuls. En 2015, Ouattara n'avait pas de candidat contre lui. C'est lui-même qui a choisi ses adversaires et puis il a choisi l'arbitre. Et en 2020, il est élu parce qu'il a coupé des têtes. Et notre chef était encore à Bruxelles. Mais cette fois-ci, notre chef est là. Quand le chef est là, les choses se règlent entre chefs. Nous, on n'a pas d'armes, mais on a le peuple de Côte d'Ivoire avec nous. Voilà. Les choses se règlent en chef, ça veut dire qu'aujourd'hui, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, il y a des discussions qui ont lieu. Les discussions seront engagées. Donc pour l'instant, il n'y a pas de discussion. C'est la pression qui crée l'expression. Voilà. C'est la pression qui crée l'expression. Donc, quand il y aura de la pression, mais forcément, on va arriver à la discussion que nous voulons depuis. Je vais vous donner mon avis personnel sur le sujet. Et je disais ça à Paul Auguste dans un épisode précédent. C'est que pour moi, la seule chose qui reste à l'opposition ivoirienne aujourd'hui pour que ces demandes soient respectées, c'est qu'elles réussissent à établir un rapport de force suffisamment dérangeant pour le pouvoir en place pour qu'il puisse juger qu'il a plus intérêt à avoir, comme vous avez dit, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Soro Guillaume, Blé Goudé peut-être, etc., sur la liste électorale et dans le scrutin, que de ne pas les avoir et de les avoir dans une opposition qui ferait peut-être des marches qui pourraient devenir violentes si on se rapproche du scrutin, si elles se montrent inquiétantes pour le pouvoir. Parce que le moyen pour le pouvoir de réagir à quelque chose qui l'inquiète, c'est de réprimer cette chose-là. Donc, est-ce qu'on va aller vers des marches qui vont être réprimées et donc éventuellement donner lieu à de nouvelles têtes qui pourraient être coupées ou à des sévices en tout cas corporels, des emprisonnements? Ça a déjà commencé, mais plus d'emprisonnements. Est-ce que c'est vers ça que nous allons? Est-ce que vous pensez qu'en allant vers ça, vous allez réussir à contraindre le pouvoir aujourd'hui d'Alassane Ouattara à faire ce que vous lui demandez? Ce que je vais vous dire, c'est que nous, on va vers des élections démocratiques. Voilà. On va vers des élections démocratiques. Nous avons des droits civiques. Et l'ONU l'a dernièrement rappelé à travers un courrier exceptionnel qu'il a adressé pour dire qu'il faut que les droits civiques de Laurent Gbagbo, pour être candidat, pour être électeur, soient respectés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en train de faire notre marche. On est des démocrates. Et le 9, on a dit à Ouattara, tu as ton armée, mais nous, on est avec le peuple. Et dans une république, c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui est souverain. Et nous avons avec nous ceux qui donnent le pouvoir, le peuple. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur un plateau de télé, j'ai dit, c'est les Occidentaux qui soutiennent Ouattara, qui poussent Ouattara dans le dos, parce qu'ils protègent leurs intérêts. Mais en face de ceux qui se battent pour leurs intérêts, il y a un peuple qui se bat pour sa survie. Donc, il ne faut pas pousser à bout ce peuple-là qui a envie de vivre sur son sol. Donc, à un certain moment, si les gens ne font rien pour qu'on discute, il y aura un conflit entre survie et intérêt. C'est ça qu'il faut éviter en fait. Donc, on est en train de mener ce combat. Nous sommes des démocrates, c'est ce que Gbagbo nous a enseigné, mais nous allons utiliser les leviers de la démocratie qui sont mis à notre disposition, que sont les marches, les protestations. Voilà. Voyez-vous, ces derniers temps, le RD a dit, comme vous avez marché, nous aussi on va marcher. J'étais sur un plateau avec un responsable du RD, il dit, mais vous n'allez pas vous faire cette honte-là. Vous voulez marcher pour soutenir la violation de notre constitution.
Parce que nous, on dit non à un quatrième mandat. Vous voulez marcher pour dire oui à un quatrième mandat, alors que la Constitution ne le permet pas. La Constitution que vous avez écrite vous-même en 2016 ne le permet pas. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Et c'est éloquent. L'histoire est là, elle témoignera. Et les Ivoiriens, qu'ils soient jeunes, au milieu ou bien au devant, vont comprendre que à un moment, le peuple s'est levé et s'est délivré de quelque chose. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on mène ce combat. C'est le même Gbagbo. Quand il dit « Je m'appelle Laurent Gbagbo », et ils sont au courant. Parce que ce même pouvoir a failli être spolié par une junte militaire en 2000. Mais le peuple est descendu pour prendre le pouvoir. Voilà. Parce que le peuple est souverain en République. Et nous allons démontrer à la communauté internationale qui se bat pour ses intérêts. Moi, je les encourage, je les soutiens. Mais en même temps, quand il y a intérêt contre survie, c'est dangereux. Voilà. Donc, les gens, ils ne pourront pas couper des têtes. Là, en 2025, là, ils ne pourront pas couper des têtes. C'est tout ce qu'on peut espérer. Vous dites que on a brossé un peu le bilan du RHDP au début de l'interview. Vu le bilan que vous attaquez, eux ils disent que le bilan est inattaquable, vous attaquez de façon frontale ce bilan-là, et dans ce contexte, est-ce que, enfin, si je vous suis jusqu'au bout, est-ce que vous ne risquez pas, si la pression populaire ne marche pas, de ne pas aller aux élections? Et dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas une stratégie risquée de ne pas penser à un éventuel plan B, le fameux plan B dont la plupart des partis aujourd'hui parlent? Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de plan B, le plan A, le plan B, le plan C, c'est Laurent Gbagbo. Donc je comprends que votre démarche, c'est de mettre le plus de pression possible pour que leur nom soit sur la liste électorale. Mais si, de façon hypothétique, si cela ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on a tenu une convention le 10 mai 2024. Cette convention-là a choisi Laurent Gbagbo comme le candidat du PPACI. Et après la convention, on savait tous que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Nous avons décidé de nous battre pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Et nous continuons d'être inscrits dans ce combat jusqu'au 25, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au 25 octobre, au matin, le nom de Gbagbo sera sur la liste électorale et on ira aux urnes. Voilà. Donc, nous, on a un seul plan. Le seul plan que nous connaissons, c'est celui que notre convention nous a donné. Okay. Notre convention dit, c'est Laurent Gbagbo qui est le candidat du PPACI. Donc, le 25 octobre matin, quand on va aller aux urnes, c'est pour mettre le bulletin de Laurent Gbagbo dans les urnes. Ça, il faut que tout le monde comprenne ça. Il dit, dans tout le combat qu'on est en train de voir là, il n'y a qu'un seul monsieur qui n'a pas le droit d'être candidat. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Voilà, parce que sa candidature serait en violation totale de la Constitution de Côte d'Ivoire. Okay. Sinon, tout le reste, ils seront candidats. Okay. Voilà. Et dans tout le reste, vous mettez notamment M. Awadou Melo, qui a fait, qui s'est départi, enfin, du moins qui a été limogé de son poste de vice-président du PPACI. Non, tout le reste, vous mettez... Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis représentant du PPACI en France. Et mon parti a organisé une convention le 10 mai 2024. Et mon parti, dont je suis représentant ici, a désigné le candidat du PPACI. Il s'appelle Laurent Gbagbo. À partir de ce moment-là, partout où moi je passe, dans toutes les sections que j'ai créées ici, c'est pour dire, battez-vous pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, pour qu'on l'accompagne au palais. Voilà tout mon combat.
Je ne suis pas dans un autre combat et je ne peux pas rentrer dans un autre combat. Ok. Voilà. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est à ce niveau-là que je suis. J'ai fait mes tournées. J'ai installé 32 sections du PPACI dans toute la France. Donc, j'ai commencé à tourner pour dire aux gens de s'apprêter pour qu'on offre une victoire écrasante au président Laurent Gbagbo le 25 octobre prochain. Et le soir, on va se rencontrer pour faire la fête parce qu'on a gagné. La dernière question que nous voulions vous poser, c'est sur la figure de Laurent Gbagbo et le combat qu'il mène, le combat de sa vie finalement, le combat qu'il mène depuis qu'il a une vie publique et qu'il fait de la politique. C'est le combat de la démocratie, des libertés individuelles, la démocratie, depuis le combat pour le multipartisme qu'il a obtenu finalement en 90, ensuite le combat pour la souveraineté contre l'impérialisme qui a été le combat de son mandat qui a duré de 2000 à 2010. Aujourd'hui, au sein du PPACI, il reconduit ce combat-là contre l'impérialisme, pour la démocratie et à travers un panafricanisme qui pourrait lui permettre d'y arriver. Ma question, c'est est-ce que ce combat auquel vous avez adhéré, auquel beaucoup d'autres personnes ont adhéré à l'époque au sein du FPI, aujourd'hui dans le PPACI, n'est pas un combat qui, comme la plupart des luttes de ce type-là, veut que l'inspirateur ou bien les principaux inspirateurs des combats ne voient jamais le bout de ce combat-là et voient le combat repris par d'autres personnes qu'elles auront formées, qui auront marché avec elles et qui pourront reprendre le flambeau de la lutte pour arriver à l'achever. Parce que de ce que je sais de Laurent Gbagbo depuis toujours, il n'a pas de perspective révolutionnaire. C'est pas un révolutionnaire du tout. Il est dans une démarche, comme vous avez dit, social-démocrate, d'accession au pouvoir de façon républicaine, de réforme des institutions, etc., pour installer une démocratie réelle, pour fixer les clous, comme vous disiez. Est-ce que ce combat-là ne pourrait pas, ne devrait pas, aujourd'hui, au stade où on en est, être repris par d'autres personnes que Laurent Gbagbo lui-même, qui l'accompagnerait, par exemple, pendant le mandat qu'elles exerceraient, ou bien pendant la lutte qu'elle mènerait pour accéder au pouvoir. Est-ce que ça serait pas ça l'issue de toute cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, vous semblez très sûr du fait que le 25 octobre, les militants, en tout cas toutes les personnes qui le veulent, iront voter pour Laurent Gbagbo et que ces votes seront pris en compte. Moi, pour l'instant, j'ai du mal à voir cette éventualité-là. Mais dans la perspective plus large et historique, est-ce que c'est pas dans ce sens-là que le PPACI et Laurent Gbagbo devraient aller? Mais nous sommes, vous savez, un parti politique est une école politique. Comme la question a été longue, une école, tout le monde ne demeure pas en 6e. On commence à la maternelle et puis on monte d'échelon. Et ceux qui sortent sont immédiatement remplacés. Quand on arrive en terminale, il y en a qui sortent du lycée, mais ils sont immédiatement remplacés par ceux qui sont en première. Ceux qui sont en première sont immédiatement remplacés par ceux qui sont en seconde. C'est comme ça, c'est une succession. Mais un matin, si tu te lèves, tu es encore en 3e, et puis tu vas t'asseoir parmi les élèves de terminale, il est sûr que tu ne comprendras rien. C'est pour ça, un parti politique est une école de formation, où chacun a son heure. En politique, l'heure avant l'heure n'est pas l'heure. Il faut qu'il soit l'heure. Donc, le président Gbagbo nous a tous formés. Même moi, je suis à son école. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être éternel. L'humain n'est jamais éternel, ça c'est clair. Mais pour l'instant, Gbagbo est là. Et notre parti l'a choisi comme notre candidat. Notre rôle, c'est de l'accompagner dans la mission que nous lui avons confiée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jusqu'à ce que lui-même dise, je ne peux plus assumer cette responsabilité que vous nous avez donnée. Et puis, à partir de ce moment,
comme un parti politique est une organisation, le parti politique va se réunir pour prendre d'autres décisions. Donc, nous, au PPACI, nous ne sommes pas dans l'illusion. On ne commence pas un combat qu'on ne peut pas terminer. On ne commence pas un combat qu'on ne peut pas gagner. On s'est engagé dans ce combat parce que nous sommes rassurés de le gagner. C'est pour ça que nous parlons avec assurance. Nous sommes rassurés de le gagner. Et parce que nous sommes en démocratie, nous disons que celui qui gagne, c'est celui qui est majoritaire. Et nous disons ici que Gbagbo est majoritaire, c'est pour cela que le parti au pouvoir veut l'empêcher de compétir. Il y a quelqu'un qui les représentera. Mais tu ouvres le jeu démocratique avec lui et puis tout le monde voit sa faiblesse et puis tout le monde se moque de lui. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans en prison, devant votre bilan inattaquable, qui est attaqué d'ailleurs par les gens dont il a cassé les maisons, par les gens qui dorment sous les ponts, dans les cimetières, par les gens qui, dans les villages, ne peuvent plus vendre leur cacao parce qu'il n'est plus promu. Voilà. Le cacao sous Gbagbo, c'était à 1200 le kilo. Aujourd'hui, on a encore bien. Souvent, on ne l'achète même pas. L'EVA, tout ça, c'est tombé. Donc, c'est tout ça qui est le bilan attaquable. C'est de ça il a peur. Il a construit quelques ponts pour nous éblouir. Et lui-même, il a dit que tous ces ponts-là, ça a coûté 3 milliards et 3 000 milliards. Donc, le bilan-là, on est en train de l'attaquer. Parce que le tigre ne chante pas sa tigritude, il le prouve sur le terrain. Donc, allons-y à des élections. Et puis, on va voir quelque chose. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est pour ça que nous, on est dans les rues. Hein. Et on a fait une petite démonstration, le 9, pour dire que le peuple pour lequel tu as travaillé a travaillé un bilan inattaquable. Avec nous. Voilà. C'est le peuple là qui est en train d'attaquer. Pour l'instant, nous, on n'a rien fait. C'est le peuple qui est en train d'attaquer le bilan inattaquable. Les gens dorment au cimetière. Il a cassé les maisons des gens. Il a donné dans le foncier rural. Il a vendu la Côte d'Ivoire. Des gens comme Kome et Bakary peuvent quitter avec une nationalité frauduleuse, venir acheter et s'approprier des propriétés qui ne lui appartiennent pas. Et puis, il n'y a rien, la justice ne dit rien. Ça, c'est pas un bilan inattaquable. Tant qu'il a travaillé là, on va aux urnes. C'est pour ça que Gbagbo, pour voir que Ouattara ne représentait rien sur le terrain, il était allé à Pretoria pour lui donner l'autorisation d'une candidature exceptionnelle pour qu'on voit sa valeur. Mais Ouattara a perdu les élections en 2010. Lui-même, il le sait. C'est pour ça qu'il a fui le recomptage des voix en 2010, en 2011. Sinon, rappelez-vous, en 2000, Bush et Al Gore, ils sont allés aux élections. L'autre dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Il dit venez, on va compter les voix. Et les voix ont été comptées. Et celui qui a gagné. Ça s'est passé là à l'UMP, on a recompté les voix. Ça s'est passé en Haïti, on a recompté les voix. Le vrai candidat qui a gagné les élections est devenu le vrai vainqueur. Mais Ouattara, dès qu'on a dit, venez, on va recompter les voix, il dit, j'appelle toute la communauté internationale à me ramener des militaires, on va chasser Gbagbo. Donc, il a voulu brûler les preuves de sa défaite, alors que nous, on a déjà toutes les preuves. Ouattara n'avait pas gagné les élections en 2010. Donc, voilà un peu ce qui nous dit que aujourd'hui, on peut faire partie Ouattara par les urnes. La preuve, sa majorité après les élections locales. Mais c'est le résultat d'un découpage électoral décousu. Où là, il y a 200 000 personnes, il y a 5 maires parce que c'est favorable à Ouattara. Là où il y a 3 000 personnes, il y a un seul maire parce que c'est défavorable à lui. Voilà ce qu'il a créé. Mais tout ça, c'est tout ça qu'on veut réparer. Et puis après, chaque parti est libre de candidater dans le pays. C'est ça la démocratie. Voilà. On arrive au thème de notre interview. Merci. On voudrait d'abord remercier le représentant du PPACI d'avoir fait le déplacement, de nous avoir accordé son temps, Merci. d'avoir répondu à nos questions Merci. sans faux fuyant. Merci.
Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour les personnes qui nous suivent. J'ai forcément un dernier petit mot. Nous rentrons dans une zone électorale. Je voudrais lancer un appel à la communauté internationale qui était en Côte d'Ivoire en 2011 pour organiser la paix, pour, selon elle, implanter la démocratie. Que la démocratie est en violation en Côte d'Ivoire. Ce que les partis de l'opposition demandent, ce n'est pas de la mer à boire. C'est le asseyons-nous et discutons de Laurent Gbagbo autour d'une table. Nous voulons des discussions. Nous voulons un dialogue national pour parler des conditions de l'élection. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le PDCI n'est plus dans la CEI. Le PPACI n'est plus dans la CEI. Donc, eux seuls sont dans la CEI. Ils seront candidats, c'est-à-dire ils seront joueurs et en même temps arbitres. Ça, c'est organiser une élection qui porte en elle les germes de la violence. Ce sera mon dernier mot. Nous appelons à un dialogue. Qu'on s'asseye pour discuter des conditions électorales. Je voudrais vous remercier de votre invitation. Je voudrais vous remercier pour toutes les conditions que vous avez créées pour qu'on se parle. Moi, je suis ouvert au dialogue et je suis un homme de la parole. Voilà. Comme le président Laurent Gbagbo, nous, on parle. Je voudrais vous remercier. C'est nous qui vous remercions. Voilà, merci beaucoup. Nous vous remercions de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. C'était Paul Auguste et j'ai discuté avec Paul Antoine et M. Blaise Pascal Olbo de Paul la Polle.